World War Z de Max Brooks. Lu par Nimue. Partie 5. Première ligne. Taos, Nouveau-Mexique, États-Unis. Arthur Sinclair Jr. est une caricature d'aristocrate européen. Grand, mince, cheveux blancs impeccablement peignés, accent d'Harvard un peu artificiel. Il s'écoute parler et ne me regarde presque jamais dans les yeux. Pendant la guerre, M. Sinclair travaillait pour le gouvernement et dirigeait tout le nouveau DESTR, Department of Strategy Resources. J'ignore qui a trouvé l'acronyme DESTR. Je ne sais même pas s'ils se sont rendus compte que ça ressemblait à détresse à ce point, mais quoi qu'il en soit, c'était parfaitement approprié. L'établissement d'une ligne de défense sur les Rocheuses aurait pu contribuer à la création d'une zone sécurisée, du moins en théorie. Mais en vérité, cette soi-disant zone ressemblait à un camp de ruines rempli de réfugiés. Famine, maladie, sans-abri par millions. L'industrie était en miettes. Les transports et les commerces avaient purement et simplement disparu, sans compter les morts-vivants qui encerclaient le périmètre et réussissaient parfois à y pénétrer. Il fallait qu'on commence avant tout par les retaper, tous ces gens. Les nourrir, les vêtir, leur procurer un abri et surtout du travail. Sinon notre magnifique zone de sécurité ne ferait que retarder l'inévitable. Voilà pourquoi on a créé le DESTR. Et comme vous pouvez vous en douter, j'ai dû apprendre sur le tas. Je serais d'ailleurs incapable de vous quantifier la masse de données que j'ai dû ingurgiter les premiers mois. Les briefings, les tournées d'inspection. Les rares fois où je dormais, c'était avec un livre, différent toutes les nuits, de Henry Jenkiser à Wu Nguyen Diap. J'avais besoin de tout, chaque idée, chaque mot, chaque miette de connaissance, chaque petite parcelle de sagesse. Tout ça pour m'aider à faire de ce paysage déchiqueté une véritable machine de guerre. Une machine américaine et moderne. Si mon père avait été en vie, il aurait sans doute ri de ma frustration. Pendant le New Deal, il travaillait pour FDR Roosevelt comme contrôleur des finances pour le compte de l'État de New York. Il y appliquait une méthode quasi marxiste, le genre de collectivisation qui aurait fait sortir Ayn Rand de sa tombe et l'aurait fait rejoindre le camp des morts-vivants. J'ai toujours rejeté les leçons que mon père essayait désespérément de m'inculquer. Il a fallu que je m'enfuie à Wall Street pour ne plus les entendre. Et maintenant, je me torturais la cervelle pour m'en souvenir. Il est une chose que les New Dealers ont su mieux gérer que quiconque dans toute l'histoire de l'Amérique. Ils ont su rassembler les bons outils, les compétences adaptées à la situation. Les outils et les compétences? C'est mon fils qui a entendu cette expression dans un film un jour. Ça décrit assez bien notre effort de reconstruction, je trouve. Compétences pour la force de travail potentielle, le niveau d'expertise requis et la façon dont on peut s'en servir efficacement. Sans jouer les naïfs, je vous rappelle que notre réserve de compétences était extrêmement faible à l'époque. Sur quoi reposait notre société industrielle avant tout? Sur l'économie de service. Un système si complexe et si spécialisé que chaque individu a fini par fonctionner en vase clos, dans un cadre étroit et clairement défini. Si seulement vous aviez vu certaines carrières listées dans notre premier rapport. Tout le monde était cadre, analyste ou consultant. Très pratique avant la guerre, sans aucun doute. Et parfaitement inutile dans le cas présent. Nous, il nous fallait des charpentiers, des maçons, des ouvriers, des conducteurs d'engins, des armuriers. Oh, on en avait quelques-uns, bien sûr, mais pas suffisamment. Notre première enquête concernant la main-d'œuvre a classé F6 plus de 65% des civils, potentiellement nuls. Nous avions besoin d'une réorientation massive et d'un programme de formation. En gros, il fallait que nos cols blancs se les salissent un peu. Ça a pris beaucoup de temps, tout ça.
Le trafic aérien était inexistant. Les routes et les rails au point mort. Et l'essence, Seigneur Dieu. Il n'y avait plus un seul bidon entre Washington et la Californie. Ajoutez à cela le fait que l'Amérique d'avant-guerre possédait une infrastructure urbaine essentiellement axée sur la banlieue et que pareille organisation conduit inévitablement à une sévère ségrégation économique. La population entière de certains quartiers se composait de classes aisées, parfaitement incapables de remplacer une fenêtre brisée. Ceux qui savaient le faire, par contre, vivaient dans les ghettos de col bleu, à 1 heure de route, soit à plus d'1 jour de marche, désormais. Comprenez-moi bien, au début, la majorité des gens optaient pour la marche à pied. Pour régler notre à peine plus vaste que des parkings de supermarchés, d'autres étalés sur plusieurs kilomètres carrés, disséminés entre la côte et les montagnes. Et tous avaient besoin d'aide, tous consommaient rapidement des ressources terriblement limitées. Ils arrivaient en premier sur ma liste, tous ces camps. Il fallait qu'on les évacue, puis que je puisse relever un autre défi dans la foulée. Tous les F6 physiquement aptes à être affectés à des travaux manuels non spécifiés, déblayage des débris, traitement des cultures, excavation des tombes. Ça, il en fallait des tombes. Tous les A1, ceux qui possédaient des compétences utiles en temps de guerre, intégraient le PASC, le programme d'autosuffisance communautaire. Un groupe hétérogène d'instructeurs se chargeait alors d'inculquer à tous ces ronds de cuir les connaissances suffisantes pour se débrouiller tout seuls. Succès immédiat. 3 mois plus tard, les demandes d'aide chutaient significativement. On ne soulignera jamais assez à quel point la victoire finale en dépendait. Ça nous a permis de passer d'une économie de survie à une production accélérée. Ce fut le National Re-Education Act, une émanation directe du PASC. D'après moi, il s'agissait du plus vaste programme éducatif depuis la Seconde Guerre mondiale, et sans doute du plus radical de l'histoire. Vous avez parfois mentionné les problèmes rencontrés par le NRA. J'y arrive. Le président m'a donné suffisamment de pouvoir pour relever n'importe quel type de défi logistique. Malheureusement, ce que ni lui, ni personne ne pouvait me donner, c'était le pouvoir de changer la façon dont les gens raisonnent. Comme je vous l'expliquais, l'Amérique fonctionnait avec différents types de main-d'œuvre, extrêmement compartimentés, et dans bien des cas, le dit compartiment comportait un élément intrinsèquement culturel. La majorité de nos instructeurs étaient des immigrés de la première génération. Ils étaient parfaitement capables de se débrouiller seuls. Ils savaient comment survivre avec un minimum de moyens, et ils travaillaient avec ce qu'ils avaient sous la main. Ces gens cultivaient des petits potagers dans leur jardin, entretenaient eux-mêmes leur maison, et réparaient n'importe quel type de matériel, tant que l'usure le permettait. Il était crucial que ces gens apprennent aux autres à se détacher de leurs habitudes de confort, même si nous leur devions justement notre mode de vie. Oui, bien sûr qu'il y avait du racisme, mais vous aviez aussi une centaine de discriminations d'ordre social. Imaginez, vous êtes un avocat craint et respecté. Vous aviez passé l'essentiel de votre vie à étudier des contrats, à monter des plans financiers et à parler au téléphone. Dans votre domaine, vous êtes bon. Votre travail vous a rendu riche et vous permet de vous offrir les services d'un plombier pour réparer votre lunette. Plus vous travaillez, plus vous gagnez de l'argent, et plus vous employez les braves péonesses qui vous donnent le temps nécessaire de gagner encore plus d'argent. C'est comme ça que le monde tourne. Sauf qu'un jour, il ne tourne plus. Personne n'a plus besoin qu'on valide un contrat et qu'on finisse par un plan financier. Par contre, tout le monde a besoin qu'on répare ses toilettes. Et là, tout à coup, le brave péonesse devient votre professeur, voire votre patron. Pour certains, cette perspective était encore plus effrayante que les morts vivants. Un jour, alors qu'on étudiait la situation à L.A., je me suis assis au fond d'une salle de classe où on donnait un cours de rééducation. Les élèves occupaient des postes importants dans l'industrie du spectacle, un mélange
d'agents et de créatifs exclusifs, pour peu que cette foutue appellation ait un sens. Je comprenais leur réticence, leur arrogance même. Avant la guerre, le divertissement était le plus précieux des exportations américaines. Et voilà qu'on les formait à devenir monteurs dans une usine de munitions à Bakersfield, Arizona. Une femme, une directrice de casting, a carrément explosé. Comment osait-il la traiter de cette façon? Elle était titulaire d'un master en théâtre conceptuel. Elle avait dirigé le casting des 3 plus grosses séries des 50 dernières années et gagnait davantage en une semaine que son instructeur n'aurait pu en rêver en plusieurs vies. Elle persistait à s'adresser à son professeur en l'appelant par son prénom. « Magda » soupirait-elle. « Magda, s'il vous plaît, ça suffit, Magda !» Au début, je me suis dit que cette femme était simplement mal élevée et qu'elle rabaissait volontairement le professeur en refusant de l'appeler par son titre. J'ai découvert plus tard que Magda Antonova était son ancienne femme de ménage, en fait. Oui, ça a été dur pour certains, mais pas mal d'entre eux m'ont avoué par la suite qu'ils trouvaient une vraie satisfaction personnelle dans leur nouveau travail, davantage que dans tout ce qu'ils avaient pu faire auparavant. J'ai rencontré un homme sur le ferry qui faisait la liaison entre Portland et Seattle. Il avait travaillé des années au service juridique d'une agence de publicité où il gérait les droits des classiques du rock pour les publicités télévisées. À présent, il était ramoneur, vu que la plupart des habitations de Seattle n'avaient plus de chauffage central depuis belle lurette et que les hivers étaient de plus en plus longs et de plus en plus froids. Il n'avait pas franchement le temps de s'ennuyer. « Je garde mes voisins au chaud », m'a-t-il dit fièrement. Je sais que ça fait un peu trop Norman Rockwell, mais j'entends sans arrêt des histoires comme ça. Vous avez vu mes chaussures? Je les ai fabriquées moi-même. Ce pull-là provient de mes moutons. Comment trouvez-vous mon maïs? C'est moi qui le cultive. C'était le résultat d'un système de proximité. Les gens avaient enfin la possibilité de voir le fruit de leur travail. Ils savaient qu'ils contribuaient à la victoire, et ils en tiraient une sorte de fierté personnelle. Et moi, j'étais formidablement heureux de participer à tout ça. C'est d'ailleurs ce qui m'a empêché de devenir fou avec la deuxième partie du boulot. Voilà pour les compétences. Les outils, ce sont les armes de guerre et les moyens logistiques industriels nécessaires pour les produire. Il se tortille sur sa chaise et me montre une photo sur son bureau. En m'approchant, je constate qu'il ne s'agit pas d'une photo, mais d'une étiquette encadrée. Ingrédients: mélasse, États-Unis. Anis, Espagne. Réglisse, France. Vanille Bourbon, Madagascar. Cannelle, Sri Lanka. Girofle, Indonésie. Wintergreen, Chine. Essence de pimenton, Jamaïque. Huile balsamique, Pérou. Tout ça pour une simple bouteille de bière en temps de paix. Je ne vous parle pas d'un PC portable ou d'un avion à propulsion nucléaire. Demandez à n'importe qui comment les Alliés ont fait pour gagner la Seconde Guerre mondiale. Pour ceux qui ont un minimum d'éducation, c'est le nombre qui a fini par faire la différence. Le nombre et nos généraux, bien sûr. Les plus ignorants, eux, vous parleront des merveilles technologiques, des radars ou de la bombe atomique. Ils se renfrognent. Quiconque possède, ne serait-ce qu'un vague semblant de compréhension de ce conflit, vous les donnera les 3 raisons. Primo, la capacité à produire plus de matériel, plus de balles, d'obus et de bandages que l'ennemi. Secondo, l'abondance de ressources naturelles pour le produire, ce matériel. Tertio, les moyens logistiques pour acheminer les matières premières vers les usines, mais également les produits finis vers les champs de bataille. Les Alliés disposaient des ressources, de l'industrie et de la logistique de toute une planète. L'Axe, lui,
dépendait entièrement de ce qu'il réussissait encore à gratter à l'intérieur de ses frontières. Mais cette fois, l'axe, c'était nous. Les morts-vivants contrôlaient la majorité des terres émergées, alors que le froid américain devait se contenter de ce qu'on pouvait produire dans une zone qui comptait à peu près les États de l'Ouest, pour faire court, et laisser tomber les matières premières des zones sécurisées, outre-mer. La totalité de notre marine marchande était bloquée à quai et les ponts envahis de réfugiés. Quant au manque d'essence, il aggravait encore la situation. Mais nous avions quelques atouts. La production agricole californienne écartait toute possibilité de famine, pour peu qu'on la rationalise. Les planteurs d'agrumes n'ont pas apprécié, pas plus que les fermiers d'ailleurs. Quant aux barons de la viande, ceux-là, ils contrôlaient tellement de terre. Ça, c'était un gros morceau, je vous l'accorde, très dur. Vous avez déjà entendu parler de Don Hill? Vous n'avez jamais vu le film que Roy Elliott a fait sur lui au moment où l'épidémie a touché San Joaquin Valley? Les morts qui assiègent les clôtures attaquent son bétail et bouffent tout sur leur passage comme des fourmis rouges africaines. Et lui, il était là, attiré dans tous les sens. Genre Gregory Peck dans Duel au soleil. Je l'ai traité aussi franchement et aussi honnêtement que possible. Je lui ai donné le choix. À lui comme à tout le monde d'ailleurs. Je lui ai rappelé que l'hiver arrivait et qu'il restait encore beaucoup de gens affamés dans la région. Je l'ai prévenu que les hordes de réfugiés débarqueraient forcément pour finir le travail des zombies. Que le gouvernement ne lui offrirait pas la moindre protection. Il était un vrai salopard, courageux et têtu, mais pas idiot, ça non. Il a accepté de donner ses terres et son bétail à condition que l'on ne touche pas aux mâles reproducteurs, ni aux siens, ni à ceux des autres. On s'est mis d'accord là-dessus. Un bon steak juteux bien tendre. Trouvez-moi quelque chose de mieux pour définir notre vie habituelle avant la guerre. Et pourtant, c'est cette habitude-là qui a fini par devenir notre deuxième atout. La seule façon de continuer à alimenter nos réserves, c'était le recyclage. Rien de nouveau dans tout ça, je sais. Les Israéliens avaient commencé à le faire juste après la fermeture de leurs frontières. Et depuis, toutes les nations l'ont adopté, à des degrés différents. Mais nos réserves étaient incomparables aux leurs. Rappelez-vous à quoi ressemblait la vie quotidienne en Amérique, juste avant la guerre. Même la classe moyenne inférieure estimait avoir droit à un confort matériel dont peu de nations au monde auraient osé rêver. Vêtements, électroménagers, électronique, automobile. Rien que pour le seul bassin de Los Angeles, le degré d'équipement dépassait la population d'un facteur 3. Des millions de voitures dans chaque maison, chaque quartier. Une industrie complète de plus de 100 000 employés qui faisaient les 3-8, 7 jours sur 7. Cataloguer, collecter, désassembler, stocker et envoyer les pièces détachées aux usines de toutes les côtes ouest. On a eu quelques soucis avec ça, un peu comme avec les éleveurs de bétail. Des gens qui ne voulaient pas se séparer de leur Hummer ou de leur téléphone mobile italien dernier cri. Amusant d'ailleurs. Plus d'essence nulle part, mais pas question de leur abandonner leur voiture. Ça ne m'a pas trop gêné. Une vraie partie de plaisir comparée à l'établissement militaire. De tous mes adversaires, c'étaient les galonnés les plus têtus. Je n'ai jamais vraiment eu le contrôle de leur RMD. Les militaires avaient la permission de lancer n'importe quel type de programme. Mais comme ces programmes dépendaient des contrats passés avec des entreprises civiles, et que ces mêmes entreprises civiles dépendaient à leur tour des fonds du destre, le contrôle général me revenait de facto. Vous ne pouvez pas mettre nos bombardiers furtifs au placard, geignait-il. Mais vous vous prenez pour qui au juste? À nous empêcher de construire tranquillement nos tanks. Au début, j'ai essayé de leur faire entendre raison. Les Abrams M1 ont une turbine à gaz. Où comptez-vous trouver le carburant?
Et pourquoi utiliser un bombardier furtif contre un ennemi qui ne sait même pas se servir d'un radar? J'ai essayé de leur expliquer qu'il fallait adapter le matériel à l'ennemi et qu'on devait surtout obtenir le meilleur retour sur investissement possible. Ou pour utiliser leurs propres termes, qu'on bousille les zombies sans se casser le cul. Dieu sait à quel point ils étaient insupportables, avec leurs coups de fil interminables, ou quand ils débarquaient dans mon bureau sans prévenir. Mais bon, je peux difficilement les en blâmer. Surtout qu'on sait comment on les a traités après la débâcle du dernier micro-conflit, sans parler de la catastrophe de Yonkers. Ils n'étaient pas loin de l'effondrement total, et pas mal d'entre eux se défoulaient comme ils pouvaient. Il sourit d'un air confiant. J'ai commencé ma carrière comme trader au rez-de-chaussée de la Nise, alors je sais gueuler aussi fort qu'un sergent. Après chaque réunion, j'attendais l'appel fatidique, l'appel que je craignais et que j'espérais en même temps, l'appel qui arriverait forcément. Monsieur Sinclair, c'est le président à l'appareil. Je tenais à vous remercier personnellement de votre aide inestimable, mais nous allons devoir nous passer de vous désormais. Il glousse. Mais ça n'est jamais arrivé. J'imagine que personne d'autre ne le voulait, ce boulot. Son sourire disparaît. Je ne dis pas que j'ai fait un sans faute. Attention. Les gars de l'Air Force, par exemple. Ils m'ont pris pour un maniaque. Je m'en rends compte. Je n'ai pas compris leur protocole de sécurité, ni mesuré à quel point les dirigeables pouvaient se révéler efficaces dans la lutte anti-mort-vivant. Tout ce que je savais, c'était qu'avec nos réserves ridicules d'hélium, il nous fallait de l'hydrogène, et qu'il n'était pas question que je gaspille vie et matériel à construire une nouvelle flotte d'Hindenburg flambant neuve. Il a aussi fallu qu'on me persuade de rouvrir la centrale expérimentale à fusion froide de Livermore. Ça, c'est le président lui-même qui s'en est chargé. D'après lui, il nous faudrait sans doute attendre encore plusieurs années avant de voir une avancée réellement significative. Mais le simple fait de planifier un tel projet montre bien à la population qu'il y a un avenir. Texto. Je me suis montré trop conservateur sur certains projets, et bien trop laxiste avec d'autres. Le projet Yellow Jacket, par exemple. Quand j'y repense, j'ai envie de me flanquer un coup de pied au cul. Tous ces têtes d'œufs de la Silicon Valley, tous ces génies dans leur domaine, eh bien, ils m'ont convaincu qu'on pourrait mettre au point une arme miracle pour nous aider à gagner la guerre, et en moins de 48 heures avec ça. Il s'agissait de construire des millions de micro-missiles, de la taille d'une balle de calibre 22, de les larguer par avion et de les guider droit vers la cervelle de tous les zombies d'Amérique du Nord. Ça semble incroyable, pas vrai? Pour moi, ça l'était. Il marmonne quelque chose d'inaudible. Quand je pense à tout ce qu'on a investi dans ce puits sans fond, tout ce qu'on aurait pu produire avec... Ah! Bon, ça ne sert à rien d'y repenser aujourd'hui. Les militaires, ils auraient pu discuter chaque détail pendant des plombes. Mais au final, ils ne l'ont pas fait, et je leur en suis reconnaissant. Quand Travis D'Ambrosia a été nommé chef d'état-major, il n'a pas seulement inventé le ratio coût-efficacité, il a développé toute une stratégie compréhensible pour l'utiliser. Quand il affirmait que certaines armes étaient indispensables, j'avais tendance à l'écouter. Je lui ai fait confiance sur quantité de sujets différents, comme le nouvel uniforme de combat ou le fusil standard désigné à l'infanterie, par exemple. Le plus incroyable, c'est de constater à quel point la culture du RRE a fait son trou, aussi bien chez les soldats que chez les officiers. Dans la rue, dans les bars, dans les trains, partout on entendait nos gars discuter. Pourquoi choisir X alors qu'on peut avoir tous les Y qu'on veut pour le même prix et qu'on tuerait 10 fois plus de G avec? Certains soldats se sont penchés sur la question. Ils ont inventé des outils assez efficaces et encore moins onéreux que prévu. Je crois que ça leur plaisait. Improviser, s'adapter,
damner le pion à ces satanés bureaucrates. Ce sont les marines qui nous ont le plus surpris. Moi, j'en étais resté au mythe du Jarhead, complètement crétin, avec un muscle à la place du cerveau, ma mâchoire béante et une glande à la testostérone pour le rester. Tout ça parce que les Marines dépendent de la Navy, hiérarchiquement parlant, et je peux vous dire que les animaux ne se préoccupent guère de ce qui se passe à terre. L'improvisation, c'est le rôle des Marines. Sinclair désigne le mur derrière moi. Il l'a décoré d'une lourde tige d'acier, au bout de laquelle on trouve une pièce plate à mi-chemin entre la pelle et la hache à double tranchant. Cette arme originale a officiellement reçu le nom de outil standard de tranchée pour l'infanterie. Les soldats l'ont rapidement baptisé lobotomie, ou plus couramment lobo. Les Marines ont inventé ça tout seuls, avec de l'acier récupéré sur les épaves de voitures. On en a fabriqué plus de 23 millions pendant la guerre. Il sourit, manifestement fier de lui. Et on les fabrique encore aujourd'hui. Burlington, Vermont. L'hiver est tardif cette année, une constante depuis la fin de la guerre. La neige a recouvert la maison et les champs voisins. Les arbres qui bordent la rivière sont figés par le gel. Un paysage calme et apaisant, très différent de l'homme qui m'accompagne. Il insiste pour que je l'appelle le cinglé. Tout le monde m'appelle comme ça, alors pourquoi pas vous? Il avance à grande foulée, d'un air décidé. Sa femme et le docteur lui ont offert une canne, mais il ne s'en sert que pour fendre l'air. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment été surpris quand on m'a nommé vice-président. Tout le monde savait qu'on n'éviterait pas la coalition. Moi, j'étais ce qu'on appelle une étoile montante de la politique. Du moins jusqu'à ce que je m'autodétruise. C'est bien ce qu'on disait de moi, pas vrai? Tous des trouillards et des hypocrites. Ils crèveraient sur place, plutôt que devoir exprimer vraiment ce qu'ils pensent. Je n'étais pas très diplomate, et après, moi au moins, je disais ce que je pensais, et je n'avais pas peur de le clamer haut et fort. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a choisi comme copilote. Qu'est-ce que vous croyez? Et on a fait une super équipe. Lui, c'était la lumière, et moi, la chaleur. Des partis différents, des personnalités différentes, et ne nous voilons pas la face, des couleurs de peau différentes. Je sais bien qu'on ne m'avait pas choisi d'entrée de jeu, tout comme je sais qui mon parti souhaitait désigner à ma place. Mais l'Amérique n'était pas encore prête à aller aussi loin, aussi infecte, stupide et furieusement préhistorique que ça paraisse. Il préférait encore une grande gueule pour VP plutôt qu'un de ces gens-là. Bref, ma nomination ne m'a pas surpris. C'est le reste qui m'a étonné. Vous voulez parler des élections? Les élections? Honolulu ressemblait encore à un asile de fous. Des soldats, des députés, des réfugiés, tous à se cogner les uns aux autres pour trouver de quoi manger, un endroit où dormir, ou tout simplement comprendre la nature de tout ce bordel. Et encore, c'était le paradis comparé au continent. La ligne des Rocheuses venait tout juste d'être établie. Tout ce qui se trouvait à l'ouest était considéré comme un champ de bataille. Pourquoi m'emmerder à organiser des élections alors que le Congrès peut voter des pouvoirs étendus? Et l'état d'urgence? Le ministre de la Justice avait tenté le coup quand il était maire de New York. Il avait bien failli réussir d'ailleurs. J'ai expliqué au président qu'on ne disposait ni de l'énergie ni des ressources suffisantes pour nous consacrer à autre chose que survivre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, disons que c'est lui qui a réussi à me convaincre. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, oui, mais je ne veux pas déformer ces mots. Mes vieux neurones ne sont plus aussi efficaces qu'avant. Essayez quand même. Vous vérifierez dans les livres d'histoire? Promis. Eh bien, nous étions dans son bureau temporaire, la suite présidentielle d'un grand hôtel. Il venait tout juste de prêter serment à bord de l'Air Force Two. Son ancien patron était
sous sédatif, dans la suite d'à côté. De notre fenêtre, on voyait le chaos dans les rues. Les bateaux qui s'apprêtaient à accoster, les avions qui arrivaient tous les 30 secondes, et les équipes qui les dégageaient de la piste le plus vite possible pour faire des places aux autres. Je montrais tout du doigt en gesticulant et en criant avec la hargne qui m'a rendu célèbre. Il nous faut un gouvernement stable et vite. Je n'arrêtais pas de marteler. Les élections, c'est bien joli, mais on n'a pas le temps de jouer les idéalistes. Le président, lui, restait calme. Beaucoup plus calme que moi. Sans doute son entraînement militaire. Il m'a dit « Au contraire, c'est exactement le moment de jouer les idéalistes. C'est tout ce qui nous reste. Nous ne nous battons pas seulement pour survivre en tant qu'individus. Nous nous battons pour que la civilisation survive. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de nous comparer comme les piliers du vieux continent. Nous n'avons pas d'héritage commun. Nous n'avons pas 1000 ans d'histoire. Tout ce que nous avons, ce sont les promesses et les rêves qui nous lient les uns aux autres. » Il fait visiblement un effort pour se rappeler. Tout ce que nous avons, c'est la volonté de devenir ce que nous voulons être. Vous voyez où il voulait en venir, hein? Notre pays existait uniquement parce que les gens y croyaient. Et si nous n'étions pas assez forts pour surmonter la crise, alors quel espoir nous restait-il? Il savait parfaitement que l'Amérique avait besoin de son César. Mais un César au pouvoir entraînerait la fin de l'Amérique. Tout simplement. On dit que les grandes époques font les grands hommes. Moi, je n'y crois pas. J'ai eu ma part de faiblesse et les magouilles sordides. Je connais. Des gens auraient pu relever le défi, mais ils n'ont pas pu, ou pas voulu. Avarice, peur, stupidité, haine. J'ai vu tout ça dans la guerre. Je le vois encore aujourd'hui. Mon patron était un homme exceptionnel. On a eu un sacré coup de bol de l'avoir. Tout cette affaire d'élection, ça a vraiment donné le ton du gouvernement. Le président faisait tellement de propositions farfelues, en apparence seulement. Quand on creusait un tout petit peu, on apercevait sa logique derrière. Une logique imparable. Prenez les nouvelles lois sur la répression, par exemple. Ça m'a vraiment retourné. Mettre les gens au pilori, les punir en place publique. On était où, là? Au XVIIe siècle, à Salem? En Afghanistan sous les talibans? Un truc de barbare profondément non américain, tant qu'on n'envisage pas les autres possibilités. Qu'est-ce qu'on allait faire de ce voleur et des pillards? Les mettre en prison? Pourquoi faire? Pouvions-nous réellement nous permettre de former des citoyens physiquement aptes à nourrir, à habiller et à surveiller d'autres citoyens tout aussi physiquement aptes? Et pourquoi dissimuler les condamnés alors qu'ils peuvent servir d'exemple? Oui, bien sûr, il y avait la peur de la douleur, le fouet, la baguette, mais tout ça, ce n'était rien comparé à l'humiliation publique. Les gens étaient terrorisés à l'idée de voir leurs crimes révélés à tout le monde, à une époque où tout le monde s'entraidait, se filait régulièrement des coups de main, travaillait du concept pour se protéger les uns les autres. La pire chose qu'on pouvait faire à quelqu'un, c'était le traîner en place publique avec une pancarte j'ai volé le stock de bûches de mon voisin accroché autour du cou. La honte est une arme très puissante. Mais pour ça, il fallait que tout le monde joue le jeu. Personne n'est au-dessus des lois. Et voir un sénateur se prendre 50 coups de fouet pour avoir profité de la guerre a fait davantage contre la criminalité que si on avait posté un flic à chaque coin de rue. Croyez-moi. Oui, bien sûr, il y avait les détenus. Mais ces types étaient des récidivistes à qui on avait maintes fois donné une chance. Si je me souviens bien, le ministre de la Justice avait proposé qu'on les largue en pleine zone contaminée, histoire d'en finir une bonne fois pour toutes, avec le risque permanent qu'il représentait pour la communauté. Le président et moi on s'y opposait. Mes objections étaient d'ordre éthique, les siennes d'ordre pratique.
on était encore sur le sol américain quand même. Contaminé, certes, mais bientôt libéré. La dernière chose dont nous avons besoin, a-t-il dit, c'est de tomber sur un de ces ex-dollars autoproclamés nouveau seigneur de la guerre du luth. Au début, j'ai cru qu'il déconnait. Plus tard, j'ai appris que ça s'était bel et bien produit dans d'autres pays. D'anciens criminels condamnés, des sortes de fiefs, souvent isolés, même parfois puissants. Là, j'ai compris. La balle n'était pas passée loin. Les détenus ont toujours représenté un problème chez nous, politiquement, sociologiquement et même écologiquement. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre face à ceux qui refusaient de jouer sagement avec les autres? Vous en avez exécuté certains? Oh, seulement dans des cas extrêmes. Sédition, sabotage, tentative politique de sécession. Les zombies n'étaient pas nos seuls ennemis, du moins au début. Les fondamentalistes religieux? Oh ça, on m'avait déjà donné, comme tout le monde, pas vrai? Pas mal d'entre eux croyaient que nous tentions de nuire à la volonté divine, d'une manière ou d'une autre. Il glousse. Désolé, je devrais parfois me montrer un peu plus sensible, mais honnêtement, vous pensez vraiment qu'une bande de flics de l'Arizona pourrait bousiller tout le super plan du créateur suprême de l'univers infini? Il chasse cette pensée de la main. Les médias leur accordent beaucoup trop d'importance. Tout ça parce que l'autre taré a essayé de tuer le président. En fait, ils sont surtout dangereux pour eux-mêmes. Voilà la vérité. Tous ces suicides collectifs, ces meurtres d'enfants, par charité, à Medford. Ça l'affaire, ça. Pareil avec les écologistes radicaux. Eux, c'est la version extrême gauche du fondamentaliste. Comme les morts-vivants ne consomment que de la viande, pas de plantes. Ils croient dur comme fer que Dieu préfère les plantes aux animaux. Ils nous ont causé quelques problèmes, ceux-là, quand ils ont floqué de l'herbicide dans un réservoir municipal d'eau potable, ou quand ils ont piégé les arbres que les bûcherons devaient abattre pour soutenir l'effort de guerre. Ce genre d'écoterrorisme, ça fait la une des journaux, mais ça ne menace jamais vraiment la sûreté nationale. Les rebelles, par contre, vous savez, les sécessionnistes, armés et politiquement très organisés, ça, c'était du sérieux. Et c'est d'ailleurs la seule fois où j'ai vu le président inquiet. Jamais il ne l'avait avoué, évidemment. Pas avec son vernis diplomatique et sa constante dignité. En public, il traitait les problèmes comme un autre. La répartition des routes ou le rationnement de la nourriture. Mais en privé, par contre, les trucs qu'il disait, il faut les éliminer au plus vite et par n'importe quel moyen. Il parlait évidemment de ceux qui résidaient dans les zones sécurisées de l'Ouest. Soit ces tarés avaient une dent contre la politique du gouvernement, soit ils préparaient leur sécession depuis longtemps, et ils se servaient de la crise comme prétexte. C'étaient eux, les ennemis de la nation, le mal absolu que ceux qui jugent de défendre leur pays mentionnent toujours dans leurs discours. On n'a pas eu à réfléchir 2 fois sur la marche à suivre. Mais les sécessionnistes, à l'est des Rocheuses, certains assiégés dans des zones isolées, là, ça c'est sérieusement compliqué. Pourquoi? Vous savez ce qu'on dit. Nous n'avons pas abandonné l'Amérique. C'est elle qui nous a abandonnés. Il y a du vrai là-dedans. On les a laissés tomber. Oui, bien sûr. Quelques volontaires des forces spéciales sont restés sur le terrain et ont essayé de les revitailler par bateau ou par avion. Mais d'un point de vue strictement moral, ces gens ont été abandonnés. Point. Je ne peux pas décemment leur en vouloir. Personne ne le peut. Alors pourquoi, lorsqu'on a commencé à récupérer les territoires perdus, on a donné à chaque esclave sécessionniste une chance de se réintégrer pacifiquement? Mais il y a eu des violences. J'en fais encore des cauchemars. Bolivar, les Black Hills, tous ces endroits-là. Jamais les vraies images, vous savez. La violence ou ses conséquences. Je ne vois que mon patron.
Cet homme si grand et si vif, qui devient chaque jour plus malade et plus faible. Il avait tellement souffert. Il a porté un fardeau si lourd. Vous savez qu'il n'a jamais cherché à savoir ce qui est arrivé à sa famille en Jamaïque? Il n'a même jamais posé la question. Tout ce qui comptait à ses yeux, c'était l'avenir de la nation. Il était déterminé à sauver les rêves qui l'avaient construite. J'ignore si les grandes époques font les grands hommes, mais je sais qu'elle les tue. Wenatchee, État de Washington. Le sourire de Joe Muhammad est aussi large que ses épaules. Il est propriétaire d'un atelier de réparation de bicyclettes et passe l'essentiel de son temps libre à faire de la sculpture avec des morceaux de métal fondu qu'il transforme en œuvre d'art d'une grande délicatesse. Sa création la plus célèbre reste sans doute la statue de bronze trônant aujourd'hui à Washington, D.C., le monument aux milices de quartier, qui représente 2 citoyens, dont un en chaise roulante. La fille du bureau de recrutement était plutôt nerveuse. Elle a essayé de me tirer les verres du nez. Avais-je d'abord contacté un représentant de la NRA? Étais-je au courant des autres travaux de guerre essentiels à la reconstruction? Au début, je n'ai pas compris. J'avais déjà un boulot au centre de recyclage. C'était le but de la milice de quartier, pas vrai? Un boulot bénévole à temps partiel quand on avait fini sa journée et qu'on rentrait chez soi. J'ai essayé de lui expliquer. Il y avait un truc que je ne pigeais pas. Elle a trouvé encore 1 ou 2 excuses foireuses, et puis j'ai vu ses yeux fixés sur ma chaise. Joe est handicapé. Vous le croyez, ça? On avait comme un léger problème d'extinction d'espèces, et elle faisait dans le politiquement correct. J'ai rigolé. Je lui ai ri au nez. Qu'est-ce qu'elle croyait? Que je me pointais ici sans savoir ce qu'on attendait de moi? Elle n'avait pas lu son manuel de survie, cette pauvre conne. Moi, je l'avais lu. Le but des MQ, c'était de patrouiller dans le quartier en marchant, ou dans mon cas, en roulant sur le trottoir et de s'arrêter pour vérifier chaque maison. Si pour une raison ou pour une autre il fallait entrer à l'intérieur, au moins 2 hommes devaient rester dehors. Il pointe son doigt vers sa poitrine. « Hello !» Elle avait qui devant elle? C'est pas comme s'il fallait les chasser en sautant par-dessus les clôtures, en courant dans les jardins. C'est eux qui viennent droit sur nous. Et même, au pire, s'ils se pointent, et qu'ils sont trop nombreux pour qu'on s'en occupe. Eh merde. Si je n'étais pas capable de rouler plus vite qu'un zombie, comment j'aurais fait pour m'en sortir jusqu'ici? Je lui ai expliqué mon cas, très clairement et très calmement. Je lui ai même proposé de me donner un seul argument valable qui m'empêche de postuler. Évidemment, elle n'a rien dit. Elle a vaguement marmonné un truc, comme quoi il fallait qu'elle prévienne sa hiérarchie. Et pouvais-je revenir demain? J'ai refusé. Je lui ai dit qu'elle pouvait l'appeler, sa hiérarchie, son directeur et même l'ours. L'ours était le surnom du commandant de programme MQ pendant la première guerre du Golfe. Appelez l'ours en personne, mais que je ne partirai pas d'ici sans ma veste orange. J'ai gueulé si fort que tout le monde m'a entendu. Tous les yeux se sont tournés vers moi, puis vers elle. C'est ça qui l'a décidé. On m'a donné ma veste, et je suis sorti plus vite que n'importe quel autre candidat. Comme je l'ai dit, la milice de quartier patrouille dans le voisinage. On a une tenue quasi militaire. On suit une formation théorique et pratique. Il y a des chefs et des règles précises. Mais on n'a pas besoin de saluer, ni d'appeler qui que ce soit « monsieur ». Enfin, ce genre de conneries, quoi. Il n'y a pas beaucoup de consignes, question armement non plus. On travaillait essentiellement au corps à corps. Des haches, des battes, quelques pieds de biche et des machettes. On n'avait pas encore les lobos à l'époque. Dans chaque équipe, au moins 3 personnes avaient un flingue. Moi, j'avais un AMT Lightning. Vous savez, cette petite carabine semi-automatique de calibre 22. Aucun recul. Comme ça, je pouvais tirer sans avoir à bloquer mes roues.
Une bonne arme, surtout quand les munitions ont été standardisées et qu'on en trouvait partout. Les équipes changeaient en fonction de l'emploi du temps. C'était encore un peu le bordel à ce moment-là, avec le destre qui réorganisait partout. Les quarts de nuit étaient les plus durs. On oublie souvent à quel point la nuit est noire sans éclairage public, et aucune maison n'était éclairée. Les gens se couchaient tôt à l'époque, généralement à la nuit tombée, quand il commençait à faire vraiment sombre. Hormis les rares bougies et ceux qui avaient un permis pour utiliser un générateur, ceux qui travaillaient chez eux et dont le boulot était considéré comme prioritaire, les maisons étaient intégralement noires. En plus de lune ou d'étoiles dans le ciel, vu la quantité de merde lâchée dans l'atmosphère, on patrouillait avec des lampes de poche, des modèles civils de base. Oui. On trouvait encore des piles qu'on enveloppait de cellophane rouge pour optimiser la vision nocturne. On s'arrêtait à chaque maison. On frappait à la porte. On demandait si quelqu'un montait la garde et si tout était OK. Les premiers mois, c'était un peu éprouvant, à cause du programme de repopulation. Il y avait tellement de monde qui sortait des camps que tous les soirs on tombait sur 10 nouveaux voisins et parfois même un nouveau coloc. Je n'avais jamais réalisé à quel point j'avais la belle vie avant la guerre, bien au chaud, dans ma petite banlieue à Stanford. Avais-je vraiment besoin d'une baraque de 900 mètres carrés, de 3 chambres et de 2 salles de bain, d'une cuisine, d'un coin à moi, d'un living room et d'un bureau? Je vivais seule depuis des années, et tout d'un coup, voilà que débarque toute une famille de l'Alabama, comme ça, à 6, avec une lettre du ministère du Logement. Au début, ça fout les nerfs, mais on s'y habitue assez vite finalement. Les Shannon, c'était leur nom, ne m'ont pas gêné. On s'est plutôt bien entendu, et on dort mieux quand quelqu'un monte la garde. C'était la nouvelle réglementation pour chaque maison. On devait tous assurer des tours de garde. On listait les noms, pour vérifier qu'on n'avait pas affaire à des squatteurs ou à des pillards. On vérifiait les cartes d'identité, les visages, et on leur demandait si tout allait bien. En général, ils répondaient que oui, mais parfois, ils signalaient un bruit, et on partait vérifier. La seconde année, quand les réfugiés ont arrêté d'affluer et que tout le monde a commencé à se connaître, on a laissé tomber les listes et les cartes d'identité. Tout était plus calme de toute façon. Mais la première année, quand les flics en étaient encore à se réorganiser et que les zones sécurité n'étaient pas encore complètement pacifiées, il frissonne pour appuyer son propos. Il y avait encore pas mal de maisons vides. Parfois juste abandonnées comme ça, la porte grande ouverte. On avait mis des scellés « police » sur toutes les portes et toutes les fenêtres. Si on en trouvait un seul arraché, un zombie nous attendait certainement dans la maison. C'était arrivé à plusieurs reprises. Moi, je reste dehors, prête à tirer. Parfois, on entendait des cris, parfois des coups de feu, parfois seulement un gémissement, des bruits de lutte, et puis mon coéquipier sortait avec son arme ensanglantée et une tête coupée à la main. J'ai moi-même dû en descendre quelques-uns. De temps à autre, quand l'équipe se trouvait à l'intérieur et que je surveillais la rue, j'entendais des bruits, des chuchotements, des claquements, quelque chose qui se traînait dans la broussaille. Alors j'allumais la lumière. J'appelais pour vérifier, puis je tirais. Une fois, j'ai failli me faire avoir. On nettoyait une baraque de 2 étages, 4 chambres, 4 salles de bain à moitié effondrées, depuis qu'un type avait eu la bonne idée de traverser la salle à manger avec sa Jeep Liberty. Ma coéquipière m'a demandé si elle pouvait les pisser un coup. Je l'ai laissé aller dans les forêts. Quel con! Je me suis montré négligent, trop focalisé sur la maison, et je n'ai pas vu ce qui est arrivé derrière moi. Soudain, j'ai senti un coup sur ma chaise. J'ai essayé de me retourner, mais quelque chose a grippé la roue droite. Je me suis tordue comme je pouvais, et j'ai allumé ma lampe torche. C'était un rampant, un de ceux qui ont perdu leurs jambes. Il a grogné depuis le sol en essayant de grimper sur ma chaise. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Ça m'a donné la seconde nécessaire pour ajuster ma carabine. Si j'avais été debout, il aurait pu me saisir la cheville et y mordre un bon coup. Après ça, je n'ai plus jamais baissé la garde. Mais, question problème, on n'a pas eu que des zombies.
Il fallait aussi compter avec les pillards. Pas forcément des criminels endurcis. Souvent des pauvres types qui cherchaient de quoi survivre. Pareil pour les squatteurs. En général, ça se passait bien. On les ramenait à la maison, on leur donnait ce dont ils avaient besoin, et on s'occupait d'eux jusqu'à ce qu'on puisse les loger correctement. Mais il y avait aussi les pillards professionnels. Des durs, des vrais méchants. C'est la seule fois où j'ai été touché. Il retire sa chemise et montre une cicatrice circulaire de la taille d'une pièce d'1 $ d'avant-guerre. Du 9 mm. Ça m'a traversé l'épaule. Mon équipe l'a fait sortir de la maison. Je lui ai crié de s'arrêter. C'est la seule et unique fois que j'ai tué quelqu'un. Dieu merci. Quand les nouvelles lois ont été votées, la délinquance conventionnelle a pratiquement cessé. Et puis, il y avait les gosses, vous savez, ces mômes qui ont perdu leurs parents, ce qu'on appelle les sauvages. On les trouvait dans les caves, dans les toilettes, sous les lits. Beaucoup venaient de l'Est, souvent à pied. Ils étaient dans un sale état, mal nourris et malades. En général, ils nous fuyaient. Là, je me sentais mal, vous comprenez. Je ne pouvais pas les poursuivre. Quelqu'un d'autre s'en chargeait et, en général, il les rattrapait, mais pas toujours. Mais bon. Le pire, c'était les Quisling. Les Quisling? Ouais, vous savez, tous ces tarés qui pètent les plombs et qui se mettent à agir comme les zombies. Vous pouvez développer? Je suis pas psy, moi. J'y connais que dalle aux termes techniques. Ça ira. Bon, d'après ce que j'ai compris, il existe une catégorie de personnes qui ne peuvent tout simplement pas gérer une situation, du genre marche ou crève. Ce dont ils ont le plus peur les attire irrésistiblement. Au lieu de résister, ils veulent lui plaire, le rejoindre, essayer de lui ressembler. Je crois que c'est le genre de truc qui arrive en cas de rapt. Vous savez, le genre syndrome de Stockholm, Patty Hearst, tout ça quoi. Mais pendant la guerre, quand les gens s'engagent dans l'armée des envahisseurs, des collabos quoi, des Quisling. Parfois pire que les gens qu'ils essaient d'imiter, un peu comme ces fascistes français qui ont suivi Hitler jusqu'au bout. C'est peut-être pour ça qu'on les appelle les Quisling. C'est comme si c'était un mot français en fait. Vidkun Abraham Lauritz Johnson Quisling, le président norvégien installé au pouvoir par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. En anglais, Quisling est passé dans le langage courant et signifie collabo. Mais dans cette guerre-ci, impossible de trouver les collabos. Impossible de lever les mains et de dire « Eh les gars, ne me tuez pas, je suis de votre côté ». Il n'y avait pas de place pour le gris. Soit on était blanc, soit on était noir. J'imagine que certaines personnes n'ont pas réussi à l'accepter. Et ça leur a fait péter les plombs. Ils ont commencé à se déplacer, comme des zombies, à faire les mêmes bruits qu'eux. Certains ont même attaqué des gens pour essayer de les dévorer. C'est comme ça qu'on a découvert le premier. C'était un adulte, la trentaine, sale, l'air halluciné. Il se traînait sur le trottoir. On a cru qu'il était en état de choc, jusqu'à ce qu'il morde un des gars au bras. Un moment atroce. J'ai descendu le type d'une balle en pleine tête, avant de me retourner vers mon coéquipier pour voir comment il allait. Il était ramassé sur le bord du trottoir, jurant et pleurant, sans quitter sa blessure des yeux sur l'avant-bras. Il était condamné à mort, et il le savait. Il était prêt lui-même à faire le boulot, mais à ce moment-là, on a remarqué que le mec que j'avais descendu pissait le sang. On a regardé ça de plus près, et là, on a constaté qu'il était encore chaud. Si vous aviez vu la tête de notre copain, c'est pas tous les jours qu'on reçoit un petit cadeau du Seigneur en main propre. Ironie de l'histoire, il a quand même failli y passer. Le faux zombie trimballait tellement de bactéries dans sa bouche que notre coéquipier a eu droit à une chouette septicémie. On s'est dit qu'on avait fait une sacrée découverte, jusqu'à ce qu'on finisse par apprendre que ce genre de truc arrivait depuis un bout de temps en fait. Le CDC n'allait pas tarder à rendre tout ça public.
Ils avaient même employé un expert depuis Oakland pour nous briefer sur la conduite à tenir, au cas où on en rencontrerait d'autres. Ça nous a scotchés. Vous saviez qu'à cause des Kisling, certains pensent qu'on peut s'immuniser contre les morsures des zombies. C'est aussi à cause d'eux qu'on parle de tous ces médicaments miracles à la con. Réfléchissez. Un type prend du Fanlax et se fait mordre. Mais il s'en sort. Qu'est-ce qu'il va penser d'après vous? À coup sûr, il n'aura jamais entendu parler des Kisling. Ils sont aussi agressifs que les vrais zombies. Parfois même pire. Par exemple? Eh bien, ils ne gèlent pas, par exemple. Je veux dire, ok, ils finiraient par geler si on les exposait au froid suffisamment longtemps, mais en cas de froid modéré. S'ils ont des vêtements chauds, tout va bien pour eux. Ils gardent la forme en se nourrissant de chair humaine. Pas comme les zombies, ils tiennent le coup assez longtemps. Mais on peut les tuer plus facilement, non? Oui et non. Pas la peine de les toucher à la tête. C'est sûr. Poumons, cœur, n'importe où en fait. Et ils finissent par crever. Mais si une balle ne suffit pas à les arrêter, ils continuent à s'approcher jusqu'à ce qu'ils meurent pour de bon. Ils ne ressentent pas la douleur? Putain non. Encore une histoire d'esprit qui prend le dessus sur le corps. Du genre, on est tellement névrosé qu'on arrive à supprimer les connexions nerveuses. Un expert vous parlerait mieux. Continuez. Ok, bon. C'est pour ça qu'on ne peut même pas parlementer avec eux. Ces types sont des zombies. Point. Pas physiquement, d'accord? Disons psychologiquement. Mais impossible de faire la différence. Et encore, même physiquement parfois, c'est compliqué. S'ils sont suffisamment sales, recouverts de sang séché ou malades, les zombies ne sentent pas si mauvais en fait. Pas individuellement, du moins, et pas s'ils sont frais. Comment faire la différence entre un vrai et un faux déjà bouffé par la gangrène? Simple, on ne peut pas. Si encore les militaires nous fournissaient des chiens. Non, nous on passe nécessairement par le test visuel. Les ghouls ne sillent pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elles se servent de tous leurs sens indifféremment. Le cerveau ne privilégie pas la vue. Ou peut-être parce qu'elles n'ont pas assez de fluide corporel pour lubrifier les yeux. Qui sait? Mais en tout cas, elles ne sillent pas. Alors que les Kisling, si. C'est comme ça qu'on les repère. Vous reculez de quelques pas et vous patientez quelques secondes. La nuit, c'est plus facile. Il suffit de leur braquer une lampe sur le visage. S'ils ne sillent pas, on les descend. Et dans le cas contraire? Eh bien, nous avons l'ordre de les capturer si possible, et de ne les tuer qu'en cas de légitime défense. Ça a l'air dingue, je sais, mais on en a saucissonné quelques-uns, et on les a bâillonnés et refilés à la garde nationale. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. J'ai entendu des histoires sur Walla Walla. Vous savez, la prison où on en a enfermé plusieurs centaines. On les nourrit, on les habille, on les soigne même. Ils lèvent les yeux au plafond. Vous n'êtes pas d'accord? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ok? Vous pouvez parler politique. Lisez les journaux. Tous les ans, un avocat, un curé ou un politicien lève le lièvre quand ça l'arrange. Moi, personnellement, je m'en fous. Leur sort m'indiffère. Ce qui me désole avec eux, c'est qu'ils ont renoncé à tout et qu'au final, ils perdent quand même. Pourquoi ça? Ben, parce que même si nous, on n'arrive pas à faire la différence, les vrais zombies, eux, ils la font très bien. Vous vous rappelez, au début de la guerre, quand tout le monde essayait de monter les morts-vivants les uns contre les autres? Ils avaient tout un tas de preuves avérées, de témoignages, et même un petit film qui montrait un zombie en attaquer un autre. Des conneries, oui. C'était un zombie qui attaquait un Kisling. Point. Mais impossible de s'en rendre compte sans regarder de plus près.
Et Quisling ne crie pas. Il ne bouge pas non plus. Il reste là, comme ça, sans même se défendre, à remuer faiblement les bras, bouffés vivants par les créatures auxquelles ils essaient désespérément de ressembler. Malibu, Californie. Pas besoin de photos pour repérer Roy et Elliot. Nous prenons un café dans la forteresse du gué de Malibu, récemment restaurée. Nos voisins de table le reconnaissent immédiatement, mais contrairement aux habitudes d'avant-guerre, ils maintiennent une distance respectueuse. Le SDA, le voilà mon ennemi. Syndrome de démission asymptomatique, ou encore syndrome de désespoir apocalyptique. Ça dépend de la personne avec qui l'on parle, quel que soit son nom. Il a tué autant de monde le premier mois que la faim, la maladie, les violences et les zombies réunis. Au début, personne ne comprenait ce qu'il se passait. On avait à peu près sécurisé les Rocheuses, on avait assaini les zones blanches, mais on continue à perdre une centaine de personnes par jour. Et je ne parle pas des suicides. On en avait déjà pas mal. Non, ça c'était différent. Certaines personnes n'avaient que des blessures superficielles ou des maladies facilement guérissables. D'autres allaient parfaitement bien. Simplement, ils allaient se coucher un soir et ne se réveillaient pas. Le problème était d'ordre psychologique. Un cas particulier sévère d'abandon pour ne pas voir le lendemain. Un lendemain qui n'apporterait que de nouvelles souffrances de toute façon. Perdre la foi, perdre la volonté de vivre, ça arrive toujours en temps de guerre, en temps de paix aussi, mais pas à cette échelle. C'était de l'impuissance, ou du moins un sentiment d'impuissance. Je comprenais tout ça très bien, j'avais fait des films toute ma vie. On m'appelait le petit génie, le Wonderkind. Celui qui ne se trompait jamais, même si ça arrivait tous les jours, bien sûr. Et puis tout à coup, voilà que je n'étais plus rien, un F6. Le monde partait en couille, et mon immense talent n'y pouvait rien. Quand j'ai entendu parler de la SDA pour la première fois, le gouvernement essayait d'étouffer l'affaire. J'ai dû passer par un contact à Cedar Sinai. Mais quand j'ai su de quoi il retournait, quelque chose a fait tilt, comme mon premier film en Super 8 que j'avais projeté à mes parents. Ça, je pouvais le faire. Je venais de comprendre. Cet ennemi-là, je pouvais le combattre. Et le reste appartient à l'histoire. Il rit. Si seulement. Non, je suis allé voir le gouvernement, et ils m'ont ignoré. Vraiment ? Pourtant, vu votre carrière, j'aurais pensé que... Carrière ? Quelle carrière ? Eux, ils voulaient des soldats, des fermiers, du vrai boulot, quoi. Vous vous rappelez ? On m'a servi du... Non, désolé, pas question. Mais je peux avoir un autographe ? Mais bon, je ne suis pas du genre à me laisser abattre. Quand j'ai décidé de faire quelque chose, le reste n'existe plus. J'ai expliqué au type de Derstre que ça ne coûterait pas $1 à l'oncle Sam, que je me servirais de mon propre équipement, de mon propre staff. Tout ce dont j'avais besoin, c'est d'accéder aux militaires. Je lui ai dit, laissez-moi montrer aux gens ce que vous mettez en œuvre. Laissez-moi leur donner quelque chose en quoi croire. Mais non, il a refusé encore une fois. Les militaires avaient des missions importantes, et certainement pas le temps de sourire devant la caméra. Vous avez chointé la hiérarchie ? Et pour parler à qui ? Il n'y avait pas de bateau pour Hawaï, et Sinclair sillonnait la côte ouest. Tous ceux qui auraient pu m'aider étaient soit absents, soit retenus pour des motifs importants. Et devenir journaliste freelance, obtenir du gouvernement une carte de presse, ça aurait pris trop de temps. Les plus grands médias étaient soit sous l'eau, soit fédéralisés, et ceux qui restaient diffusaient en boucle les mêmes consignes de sécurité, histoire que chaque type qui tombe dessus sache quoi faire. C'était encore le bordel généralisé. Les routes étaient à peine praticables.
Comment vouliez-vous que la bureaucratie prenne le temps de me délivrer un statut de journaliste à plein temps? Ça aurait pris des mois alors que 100 types y passaient tous les jours. Je ne pouvais pas attendre. Il fallait que je fasse quelque chose, et tout de suite. J'ai pris ma caméra DV, 2 ou 3 batteries de rechange et un chargeur solaire. Mon fils aîné m'a servi d'ingénieur du son et d'assistant réa. On est partis à la chasse au sujet tous les deux en VTT, pendant 1 semaine. Et on n'a pas eu besoin de faire beaucoup de kilomètres. À Claremont, une ville juste à côté de Los Angeles, il y avait 5 universités. Pomona, Pitzer, Scripps, Harvey-Mund et McKenna. Au tout début de la grande panique, quand tout le monde s'enfuyait vers les collines, 300 étudiants ont décidé de résister. Ils ont transformé l'université de Scripps en un genre de ville fortifiée, version Moyen-Âge. Ils ont récupéré du matériel sur les autres campus. Pour seule arme, ils avaient des outils de jardinage et des fusils d'entraînement Roct. Ils ont planté des potagers, creusé des puits, fortifié un mur déjà existant. Alors que les montagnes brûlaient derrière eux et que les banlieues voisines s'effondraient dans le chaos, ces 300 gamins ont tenu face à 10 000 zombies. 2000 sur une période de 4 mois, jusqu'à ce que l'Inland Empire soit enfin pacifié. L'Inland Empire californien fut l'une des dernières zones officiellement sécurisées. On a eu de la chance d'arriver juste à temps pour voir les derniers zombies se faire dégommer et les étudiants rallier les soldats, pile sous l'énorme drapeau de fortune qui flottait sur le rocher de Panama. Quelle histoire! 96 heures de rush dans la boîte. J'aurais aimé faire encore plus long, mais on n'avait pas vraiment le temps. 100 morts par jour, rappelez-vous. Il fallait qu'on le sorte aussi vite que possible. J'ai rapporté le film à la maison et je l'ai monté moi-même, sur ma station. Ma femme a fait la voix off. On en a tiré 14 copies sur différents formats et on les a projetées le samedi soir dans plusieurs camps, un peu partout à LA. Je l'ai baptisé « La victoire d'Avalon », la bataille des 5 universités. À Avalon, ça vient d'une séquence tournée par un étudiant pendant le siège. C'était la veille du dernier assaut, le pire, alors qu'une nouvelle horde de morts-vivants venait d'apparaître à l'horizon. Les gamins bossaient dur. Ils aiguisaient leurs armes, ils renforçaient leur défense, ils montaient la garde sur les murs et sur les tours. Une chanson a plané au-dessus du campus via le haut-parleur qui diffusait régulièrement de la musique pour maintenir le moral des troupes. Une étudiante de Scripps, avec une voix d'ange, qui chantait le morceau Roxy Music. C'était si beau. Ça contrastait tellement avec la tempête qui n'allait pas tarder à s'abattre. Je l'ai incluse dans le pré-montage. Préparation au combat. Chaque fois que je l'entends, j'en ai la gorge nouée. Et les réactions du public? Ça déchirait. Pas seulement sur scène, non. Tout le film. Du moins, c'est ce que je croyais. En fait, je m'attendais à une réaction plus immédiate. Des cris, des applaudissements, je ne l'avouais jamais à personne, et surtout pas à moi. Mais je nageais dans une sorte de fantasme. J'imaginais que les gens viendraient me voir à la fin de la projection, les larmes aux yeux, pour me serrer la main, et me remercier de leur montrer la lumière au bout du tunnel. Vous voyez le genre. Ils ne m'ont même pas regardé. J'étais dans le couloir, là, à jouer les héros victorieux. Ils sont tous passés silencieusement en regardant leurs chaussures. Ce soir-là, je suis rentré chez moi en me disant « Ok, très bien, c'était une bonne idée. Bon, maintenant, je suis peut-être allé filer un coup de main à la ferme de MacArthur Park. » Et ensuite, 2 semaines ont passé. On m'a donné un vrai boulot. Aider à la reconstruction de la route de Topanga Canyon. Et puis un jour, un type est venu chez moi. À cheval, comme ça. On aurait dit qu'il sortait d'un western de Céline B. 2000. Il était psychiatre au dispensaire de Santa Barbara. Il avait entendu parler du succès du film
et voulait savoir s'il en existait d'autres copies. Le succès? C'est exactement ce qu'il m'a dit. En fait, juste après la première d'Avalon, les cas de SDA à LA ont chuté de 5%. Au début, ils ont cru à une anomalie statistique, jusqu'à ce qu'ils constatent qu'on observait le même phénomène dans les communautés où on avait également projeté le film. Et personne n'avait pris la peine de vous le dire. Personne. Il rit. Ni les militaires, ni les autorités municipales, ni même les gens qui géraient les abris, ou continuaient à projeter le film sans mon accord. Je m'en fiche d'ailleurs. Ce qui comptait, c'était le résultat. Ça a vraiment fait la différence, et ça m'a donné du boulot pendant toute la guerre. J'ai même eu droit à quelques bénévoles, et autant de gars de mon ancien staff que j'ai pu retrouver. Le gamin qui avait shooté la scène de Claremont, Malcolm Van Rieser. Oui, ce Malcolm-là. L'un des plus grands célèbres cinéastes d'Hollywood. Il est devenu mon chef op. Chef opérateur, directeur de la photographie. On a réquisitionné une salle de post-synchro, abandonnée sur West Hollywood, et on a commencé à en produire des tonnes de copies. On les envoyait par tous les trains, tous les bateaux, tous les caravanes qui passaient vers le nord. Les réponses ont mis du temps à nous parvenir, mais quand elles sont arrivées... Il sourit et joint les mains dans un geste de remerciement. 10% ont atterri dans toutes les zones ouest. À l'époque, j'avais déjà repris la route pour tourner d'autres films. Anacapa était déjà emballé et on avait à moitié terminé Mission District. Quand Dos Palmos est sorti, les cas de SDA avaient baissé de 23% et le gouvernement a enfin commencé à s'intéresser à moi. De l'argent frais. Il éclate de rire. Non, je ne leur ai rien demandé. Et de toute façon, ils ne m'auraient rien donné. Mais j'ai pu parler aux militaires, et ça m'a fait découvrir un autre monde. C'est à ce moment-là que vous avez tourné Le Feu des Dieux, non? Il hoche la tête. L'armée poursuivait 2 programmes de laser, Zeus et MTHEL. Zeus était conçu pour faire sauter les munitions, les mines et les bombes défectueuses. Il était assez petit et suffisamment léger pour qu'on le monte sur un Humvee spécialement adapté. Le tireur ajustait sa cible à l'aide d'une petite caméra coaxiale logée dans sa tourelle. Il plaçait ensuite le curseur sur la zone visée et projetait un rayon via la même ouverture optique. Si c'est trop technique, vous m'arrêtez, d'accord? D'accord. Désolé, je me suis vraiment plongé dans le projet. Cet engin-là, c'était la version militaire offensive des lasers industriels à circuit intégré. Ceux dont on se sert pour découper des feuilles d'acier en usine. Soit ils perçaient directement le blindage de la bombe, soit ils le chauffaient suffisamment pour faire sauter la tête explosive. Ça marchait de la même façon pour les zombies. La puissance maximale, ça leur traversait littéralement le crâne. Et à puissance réduite, leur cerveau se mettait à bouillir et finissait par leur jaillir des oreilles, de la bouche, du nez. Les séquences qu'on a tournées étaient stupéfiantes. Mais bon, comparé à MTHEL, Zeus n'était qu'un vulgaire pistolet à eau. MTHEL pour Mobile Tactical High Energy Laser. Il a été conçu par les États-Unis et Israël comme une arme antimissile. Quand Israël a annoncé sa quarantaine, des dizaines de groupuscules terroristes ont tiré au mortier et à la roquette au-dessus des murs de séparation. C'est le MTHEL qui a descendu tous les projectiles. Il a à peu près la taille et la forme d'un projo anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, il s'agit d'un laser aux fluorures de deutérium, bien plus puissant que Zeus. Ses effets sont dévastateurs. Il arrache littéralement la chair des os et les blanchit d'un coup avant de les transformer en poussière. À vitesse normale, c'est déjà magnifique. Mais au ralenti, le feu des dieux.
et les cas de SDA ont vraiment chuté de 50% un mois après la sortie du film. C'est un peu exagéré, si vous voulez mon avis. Mais les gens faisaient la queue dès qu'ils avaient une minute. Certains l'ont vu tous les soirs. L'affiche montrait un zombie se faire atomiser. L'image est tirée d'une scène du film. Le plan classique où le brouillard matinal permet de visualiser le rayon. Juste en dessous, on a mis la légende. Au suivant, rien que ça leur a sauvé la mise. La mise? La mise de Zeus et du MTHEL, je veux dire. Pourquoi? Ils comptaient cesser de les utiliser? Le MTHEL était censé fermer boutique environ un mois après le tournage. Zeus, on lui avait déjà coupé les crédits. Il a fallu supplier, emprunter et parfois même voler pour qu'on le réactive devant les caméras. Le Destre les considérait comme un gigantesque gaspillage. Et ça l'était? Clairement oui. Le M de MTHEL, mobile, désigne en fait un véritable convoi de véhicules spécialisés, tous très fragiles, et vraiment pas tout-terrain, et tous dépendants les uns des autres. En plus, le MTHEL a besoin d'une puissance électrique considérable et requiert de grandes quantités de produits toxiques instables pour générer le laser. Zeus était un peu plus économique, plus facile à refroidir, plus facile à entretenir. Et puis, comme il était monté sur Humvee, on pouvait vraiment l'emmener partout. Mais le problème, c'était le pourquoi de l'ensemble. Même à puissance maximale, rappelez-vous que le tireur devait maintenir le rayon plusieurs secondes sur la cible mobile. Un type très entraîné pouvait descendre 2 fois plus de cibles en 2 fois moins de temps. Quoi qu'il en soit, ça interdisait les cadences de tir rapide, et c'est justement ce dont on avait besoin en cas d'attaque en bande. Dans la pratique, cette unité était escortée par une escouade de tireurs d'élite, directement affectés à ce poste. Des gens qui protègent une machine qui protège des gens. Il était inutilisable à ce point. Pas si on se cantonnait aux utilisations pour lesquelles on les avait conçus. Le MTHEL a considérablement aidé Israël contre les attaques terroristes, et Zeus a repris du service pour faire exploser les obus abandonnés lors des déplacements de troupes. Dans ce contexte précis, ces 2 armes étaient exceptionnelles. Pour tuer des zombies, par contre. Alors, pourquoi les avoir filmés? Parce que les Américains vouent un culte à la technologie. C'est un trait inhérent à notre culture nationale. Qu'ils soient d'accord ou pas, même le dernier des Ludites ne peut nier l'étendue de nos exploits technologiques. Fission de l'atome, à l'unissage en 69. On a rempli chaque maison et chaque bureau de plus de gadgets et de machins que n'en aurait jamais rêvé le plus allumé des écrivains de SF. J'ignore si c'est une bonne chose. Je suis mal placé pour en juger. Mais ce que je sais, c'est que les Américains se comportent comme ces ex-athées, là, plantés dans leur terrier. Ils implorent le dieu de la science de les sauver. En vain. Peu importe. Le film a tellement bien marché qu'on m'en a commandé toute une série. Je l'ai baptisé Wonder Weapons. 7 longs métrages consacrés aux dernières avancées technologiques militaires américaines. Et pas une qui améliore vraiment la situation, mais toutes très utiles pour la guerre psychologique. Mais c'est un mensonge. Allez-y, dites-le, pas de problème. Oui, c'est un mensonge, mais parfois, ça s'avère utile. Vous savez, mentir n'a rien à voir avec le bien ou le mal. Le feu, par exemple, il vous réchauffe, mais il peut également vous brûler. Tout dépend de la façon dont on s'en sert. Les mensonges du gouvernement avant la guerre, ceux censés nous rendre aussi heureux qu'aveugles, ces mensonges-là, brûlaient, parce qu'ils nous empêchaient d'agir correctement. Cela dit, quand j'ai réalisé Avalon, les gens faisaient déjà tout leur possible pour survivre. Les mensonges du passé n'étaient plus qu'un souvenir
Et tout le monde connaissait la vérité. Elle hantait les rues, la vérité. Elle s'introduisait dans chaque maison, et elle vous sautait à la gorge. En fait, quoi qu'on fasse, l'avenir reste pour le moins hypothétique. On vivait une sorte de crépuscule de l'espèce. Et cette vérité-là paralysait à la mort des centaines de gens chaque nuit. Ils avaient besoin de quelque chose pour les réchauffer. Alors, j'ai menti. Et le président a menti. Et chaque docteur, chaque prêtre, chaque chef de section, chaque père, chaque mère. On va s'en sortir. C'était ça le message. C'était celui du réalisateur du monde entier. Vous avez entendu parler de la Cité des héros? Bien sûr. Chouette film, hein? Marty l'a tourné pendant le siège, tout seul, avec tout ce qu'il avait sous la main. Et c'est un chef-d'œuvre. Courage, détermination, force, dignité, douceur et honneur. C'est le genre de truc qui vous fait vraiment croire en l'homme. C'est bien mieux que tout ce que j'ai pu faire. Vous devriez le voir. Mais je l'ai vu. Quelle version? Pardon? Quelle version avez-vous vue? Je ne savais pas qu'il y en avait deux. Il va falloir réviser vos fiches, mon vieux. Marty a tourné une version de la Cité des héros pendant le conflit. Et il en a remonté une autre après. Celle que vous avez vue, en fait, quoi. 90 minutes? Oui, je crois. Est-ce qu'elle montre le côté obscur du personnage du film? La violence, la trahison, la cruauté, la dépravation, la noirceur sans fin de certains des héros? Non. Bien sûr que non. Et pourquoi d'ailleurs? C'était ça la réalité. Et c'était justement à cause de ça que des gens allaient se coucher, éteignaient leurs bougies et ne se réveillaient jamais. Marty, lui, il a choisi de montrer le bon côté de la médaille. Celui qui pousse les gens à se lever le matin, qui leur donne envie de lutter bec et ongles parce qu'on leur dit qu'ils vont s'en sortir. En fait, il existe même un mot pour ce genre de mensonge. L'espoir.